sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie, dans les hauteurs de la tribu de Kokingon. En fait, tous les arbres qu'on a plantés, ils poussent. Hein. Pas de problème. Gabriel Ebets est le président du conseil des chefs de clan de la tribu. Cet après-midi, il vient inspecter une plantation d'arbres réalisée sur l'une de leurs parcelles. Voilà, donc, voilà, tu as un cerisier bleu là. Voilà. On en a une centaine comme ça, hein, une centaine ou voire plus, qu'on a retransplanté un peu partout là. Et comme tu peux le constater, il pousse bien Solène, tu vois. Il a bien pris la pluie depuis 3 mois déjà. Près de 1600 arbres comme celui-ci ont été récemment plantés afin de restaurer ce bassin versant. Les bassins versants sont des zones naturelles de convergence des écoulements des eaux. Leur dégradation met en péril la biodiversité et les ressources en eau potable des populations. Alors la communauté du Pacifique et son projet Protège, financé par l'Union européenne, mènent en collaboration avec l'Office français de la biodiversité des actions en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française pour restaurer ces bassins versants et améliorer la qualité de l'eau. Dans le cadre de la politique de l'eau partagée, la Nouvelle-Calédonie mène des actions pour sanctuariser les bassins versants et les captages d'eau. Sur la côte est du territoire, la commune de Touhou dispose de 6 captages pour alimenter la population en eau potable. L'un d'entre eux se situe sur les terres coutumières de Kokingon. Gabriel Ebets, le président du conseil des chefs de clan de la tribu, nous y conduit. Donc voilà, ça c'est le captage. L'eau qui vient des criques plus haut dans la forêt, elle arrive là. Elle rentre dans la grille qui est là, elle passe dans les crépines. Et puis dans les tuyaux qui sont là, elles alimentent les bassins qui sont plus bas en bas. Elles donnent l'eau pour tous les grands-pères qui sont en bas à Pouillou, la tribu de Pouillou. 80 personnes à peu près. Tout Kokingon là, à peu près 120 personnes. Et puis dans la vallée de Tiwaka, à peu près 80 personnes aussi, donc en gros pour 200-220 personnes. Mais comme souvent en Nouvelle-Calédonie, ce bassin versant subit des pressions destructrices avec les feux de brousse ou des espèces envahissantes comme les cerfs et les cochons sauvages. Elle ne se régénère plus la forêt, elle ne se régénère plus. Ils détruisent les espèces endémiques quand ils font, surtout les cochons là. Ils détruisent ce qu'il y a en dessous, ce qui protège. Les gros arbres tombent. Et il n'y a plus que les niaoulis qui poussent à la place. Et malheureusement, les niaoulis ne poussent pas bas dans la terre pour pouvoir alimenter la nappe phréatique. Pas comme nos houppes ou nos bois de pétrole, nos tamanous. Ils sont bien dans la forêt, ils sont bien assis, leurs racines descendent jusqu'à bien profond pour alimenter la nappe phréatique. Et puis pour permettre au sol de ne pas bouger, de rester intact. Et les conséquences, c'est que on va boire de l'eau qui n'est pas bonne à la consommation, quoi, tu vois. Alors que l'eau, c'est notre priorité. S'il n'y a plus d'eau aussi, on va avoir un problème. Je dis que l'eau, c'est la vie, quoi. En 2016, le bassin versant de Kokingon subit un feu particulièrement destructeur. Toute la rive gauche du creek, qui alimente le captage, est brûlée, laissant place à une savane de niaoulis qui met en danger les ressources en eau. La tribu décide de se mobiliser pour reboiser. Elle est accompagnée par le projet Protège et Solène Varda de l'Office national des forêts internationales qui coordonne les projets de reboisement à Touhou. La forêt, elle joue un rôle essentiel dans la protection de la ressource. C'est elle qui est garante de la quantité et de la qualité de l'eau qu'il va y avoir au niveau des captages. Et donc le fait d'avoir comme ça une énorme savane qui s'étend dans le bassin de captage, ça fait que les habitants, comme ils le disent, n'ont plus beaucoup d'eau en saison sèche, ils ont de l'eau qui est marron au robinet et donc c'est important de venir reboiser, de venir protéger à proximité immédiate du captage
pour améliorer en quantité et en qualité la ressource en eau. En mars 2022, 1600 jeunes arbres ont été plantés sur 1 hectare en amont du captage, après avoir grandi chez des habitants de la tribu ou dans des pépinières locales. Là, tu vois, là, il y a un bois de pétrole, là. Un bois de pétrole, il y a 3 mois qu'on a mis en terre. Et ça, sa particularité, il pousse n'importe où, même sur un sol rocailleux. Sur le sol rocailleux, ses racines, ils sont racines bien profondes dans la terre. Pourquoi c'est important pour le bassin versant? Parce qu'il y a beaucoup de cailloux, regarde. Tout ce bassin versant là, il n'y a que des cailloux. Et il y a des espèces qui ne sont pas adaptées à ce sol-là. Et dans ce cas, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Lui, il a le pouvoir de pousser même sur le rocher, il peut pousser comme ça. Hein. Ouais. Le bois de pétrole. C'est pour ça qu'on en a plein dans les endroits où il y a des cailloux. Tu as une autre espèce là. Ça, c'est le Phyllanthus. Alors exactement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est son nom. Et pourquoi il est important? Il est important parce qu'il participe au maintien de l'eau au niveau du sol et puis au niveau du captage. Des plantations financées par le projet Protège, mais qui n'auraient pas été possibles sans un long travail de prise de conscience des populations et la volonté de toute la tribu. Avant d'arriver à pouvoir planter les arbres, là, il a fallu prendre en compte aux gens l'importance de préserver notre environnement. Déjà, d'arrêter de foutre le feu, premièrement, et puis de planter des arbres, de planter des petits arbres à la maison, pour justement venir replanter ici quand tout le monde aura au moins 10 ou 15 arbres chez soi. Quoi. Comme on n'était pas assez nombreux pour faire 1600 plants, vu qu'on n'est que 200 personnes dans la tribu, donc on a fait appel aux pépiniéristes, qui nous ont donné aussi pas mal d'arbres. Donc on a fait vivre une petite économie là, tribale. Et de là, les gens ils ont pris conscience qu'on va planter des arbres. Chaque personne dans la tribu, il plante des arbres tous les jours. Gabriel espère voir une belle forêt d'ici une dizaine d'années et le bassin versant en partie restauré afin que leurs ressources en eau soient protégées. En attendant, pour protéger le captage des cochons, des cerfs et des nuisances humaines, une barrière a été installée. L'accès et la baignade y sont désormais interdits afin de garantir la meilleure qualité possible d'eau aux populations. Le captage et le bassin versant de Kokingone ne sont pas les seuls à subir des pressions. Quelques kilomètres plus au nord, celui de Hachimen, qui alimente plus de 50% de la commune de Touo, est lui aussi impacté par les feux, les cerfs et les cochons, mais pas seulement sur le plan de l'érosion. Donc les cerfs et les cochons, ils engendrent aussi une pollution chimique avec leur déjection. Donc ils sont porteurs de leptospirose et qu'on retrouve dans le captage quand ils urinent ou qu'ils font leurs besoins à proximité des cours d'eau. Ces pressions sur le captage et le bassin versant menacent les ressources en eau de la population. Des parcelles de forêt ont disparu, laissant place à des savanes de niaouli. Alors en 2017, des habitants de plusieurs tribus ont créé l'association de reboisement Tchemia Kutamulip. Un arbre, une vie. Depuis 5 ans, cette association a replanté plus de 11 000 arbres afin de restaurer les bassins versants. Ce matin, Aman, le président de l'association, doit mener une opération de plantation. Bon, du coup, pour aujourd'hui, la bonne. Voilà, on va déjà merci d'une pour d'être déjà là présent aujourd'hui pour terminer ce qu'on avait commencé déjà. Là aujourd'hui, c'est plantation. Et puis là, on va commencer en montant. Tout le monde va s'aligner en bas, puis en montant, au fur et à mesure. Ça marche. Aujourd'hui, la plantation doit se faire sur 7 parcelles, en amont du captage, avec des plants produits par les membres de la tribu ou des pépinières locales. Donc Aman, qu'est-ce qu'il y a comme type de plante là, comme type d'arbre? Ici, il y a du
faux tamanou, du cerisier bleu, du tamanou. Après, vous avez du figuier. Vous avez, en fait, quand tous les arbres de la forêt d'ici, vous avez aussi des bons couliers, voilà. Des boîtes de palcuvier de forêt, voilà. Ces arbres-là, c'est toute la forêt qui est ici chez moi. Chaque forêt a ses espèces et voilà, tu ne peux pas introduire une espèce d'ailleurs parce que soit elle va être envahissante et puis soit elle va commettre des dégâts en forêt avec les autres espèces. Hey, venez là, alignez comme ça là. Après on va faire partie par partie. Venez, alignez chacun là. Des plans sélectionnés avec l'aide de l'Office national des forêts internationales et le projet Protège. Aujourd'hui, ce sont près de 600 pieds qui vont être replantés par l'association qui compte près de 80% de femmes. Du coup, pour moi, c'est important d'être là, c'est pour aider la forêt à se restaurer. Il y a beaucoup d'animaux aussi qui crèvent, qui meurent parce qu'il n'y a pas assez d'arbres, de vie, quoi. La terre, elle est sec, il n'y a pas assez d'eau. Moi, j'ai pas envie que qu'ici, ce soit pareil, quoi. J'ai envie qu'on ait toujours de l'eau, des arbres, la vie, quoi. C'est des arbres parce qu'il y a le captage. C'est pour l'avenir de nos enfants. Donc ça, c'est quoi cet arbre? Ça, c'est un bocoulier. Pourquoi il est bien cet arbre-là? C'est comme tous les arbres, le but principal, c'est qu'ils retiennent la terre pour éviter l'érosion. L'autre aussi, c'est pour la qualité de l'eau. Tu vois? Parce que depuis les années passées, l'eau, elle est toujours... elle n'est pas potable. Pour toutes les tribus qui ont vu la ressource en eau se dégrader, il était hors de question de ne pas agir. Pour que la nature reprenne son droit. Ouais, c'est pour la vie, pour l'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas nous. Voilà. C'est les plantes, elles ont besoin de l'eau. C'est pour ça qu'on plante un peu au bord de la rivière. Ça, c'est pour nos enfants et pour nos petits-enfants plus tard. C'est pas la forêt qui a besoin de nous. Nous, on a besoin de la forêt. Pour moi, c'est important de participer aussi à la plantation aussi. C'est pour le pays, c'est pour nos enfants, c'est pour tout le monde. Quelle que soit l'origine, celui-là, ça va donner le souffle qui est à Nouméa ou dans les îles. Comme le nom de l'association. Imia Moulip, Temiayo, c'est plot un arbre, plot une vie. D'où l'action qu'on a comme ça aujourd'hui. Mouraman, engagé depuis près de 6 ans dans l'association Tchemia Koutamoulip, ses actions de restauration et de préservation de l'eau sont un devoir qu'il doit honorer pour les siens. Pour moi, l'eau, elle est vitale. C'est le plus cher au monde, malgré que tu peux avoir de l'or ou du pétrole, tout ça, mais tant que tu n'as pas d'eau, tu n'es rien sur Terre. Tout ce qu'on fait avec le cœur, vous voyez, les arbres, ils sont là, ça pousse. C'est pas avec des objectifs d'argent, non. C'est avec la volonté et puis c'est pour préserver l'eau et puis pour mes enfants plus tard. Pour avoir une eau saine et puis qu'ils puissent en bénéficier des ressources qu'il y a dans l'eau, comme les crevettes, les anguilles. Moi, je ne veux pas que mes enfants apprennent ce que j'ai appris sur un livre. Et voilà, mon objectif, c'est faire du reboisement pour tout le monde. Parallèlement à ces actions de reboisement, des campagnes de chasse aux cochons sont organisées par l'association Tipwoto pour limiter leur impact sur le captage et le bassin versant. Pour protéger et restaurer les bassins versants, le projet Protège et l'Office français de la biodiversité expérimentent des techniques innovantes de reboisement. C'est notamment le cas sur la montagne des Sources à Dimbéa, en Nouvelle-Calédonie.
En partenariat avec l'antenne calédonienne du WWF France, la revégétalisation par drone est testée. Ici, on est sur les bassins versants qui se situent en amont du barrage de la Dumbéa, qui est la principale ressource en eau pour Nouméa et une partie de son agglomération. Ici, le site il a été parcouru par des gros incendies, notamment un incendie très important en 2005, fin 2005, début 2006, qui en fait a dégradé, voire supprimé de manière importante la végétation du bassin versant. Et donc, quand la végétation disparaît, derrière, elle n'est plus en mesure de faciliter l'infiltration de l'eau. Résultat, 15 ans après l'incendie, le barrage de la Dumbéa a perdu 40% de son volume d'eau utile. Et la végétation n'est pratiquement pas revenue sur les zones incendiées, malgré le classement de la montagne des sources en réserve intégrale. Naturellement, les graines, elles arrivent toutes seules en fait, par les oiseaux, par le vent. Mais en fait, là sur ce site, on a une telle dégradation que les grands arbres en fait, ont brûlé, sont morts. Et donc, l'absence d'arbres semenciers, plus les pluies qui ont lessivé le sol avec les graines qui étaient stockées dans le sol, font qu'aujourd'hui, on a très peu d'apport de graines naturellement. Le projet qu'on a monté dans le cadre de Protège, qu'on a proposé, c'est un projet en fait, de revégétalisation des zones pour lutter contre l'érosion et accélérer en fait, le retour de la végétation et du coup de toutes les fonctions qu'elle remplit pour nous, pour l'eau, et notamment et pour la biodiversité également. Tu peux venir m'aider, Eric, s'il te plaît, à juste le tenir pendant que je mets la deuxième bague? Pour aider à la revégétalisation, Protège, l'OFB et le WWF ont recours à une technique innovante mise en œuvre par les sociétés iFly et SeedDrop, le semi-par-drone, un drone professionnel pouvant transporter des charges d'environ 5 kg. Pour cette opération, iFly et SeedDrop ont spécialement customisé le drone pour pouvoir faire des largages de graines. Allez, c'est plein. Ça, c'est l'éjecteur, c'est-à-dire qu'on a le réservoir, tout descend par un cône, et là, on a un éjecteur rotatif. Donc, c'est lui qui est entraîné par le moteur qui est à l'intérieur, et c'est lui qui va permettre d'éjecter les granulés de part et d'autre. Voilà. C'est toi qui déclenche? Ah, c'est moi qui déclenche. J'ai la télécommande la plus simple pour aujourd'hui, on-off. Voilà, donc j'allume et j'éteins. Une fois qu'on est sur le point, qu'ils me disent qu'on est au-dessus, je déclenche et puis j'arrête. Ce jour-là, Eric va procéder à 8 largages de graines à une distance d'environ 500 mètres du point de décollage. Le drone, pour nous, là, il est vraiment très intéressant parce qu'en fait, il permet déjà d'accéder à des zones où potentiellement ce serait compliqué, laborieux, voire dangereux d'y aller à pied. Donc déjà, c'est un plus. Et également, par rapport à d'autres méthodes, il permet de faire des semis très précis, donc sur des zones où on en a besoin. Donc, on peut vraiment localiser sur des zones de sol nu, même si autour, on a une petite dynamique qui se réinstalle. On sait que là, il y a un besoin et donc là, on agit. Les graines projetées par le drone sont enrobées dans des petites billes de terre et d'argile. Un enrobage innovant élaboré par Pierrick, botaniste de formation et fondateur de SeedDrop. Il permet de faciliter la germination de la graine, d'apporter des petits éléments nutritifs pour son départ dans la vie et de lancer une symbiose mycorhizienne avec les champignons qu'on a mis avec. Donc les champignons mycorhiziens et les plantes mycorhiziennes, la symbiose entre les deux. C'est un champignon qui vit dans et autour d'une racine et qui va permettre de nourrir la plante et en retour, la plante le nourrit. Donc le champignon va augmenter la surface prospectée par les racines et faciliter l'absorption de certaines choses que la racine aurait plus de mal à avoir. Ça permet de lutter un petit peu contre la phytotoxicité des sols, c'est-à-dire que les sols sont assez difficiles pour les plantes ici, notamment la présence de métaux comme le nickel, ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment un petit starter pour la graine et aussi un véhicule pour le largage par drone. Une trentaine de largages ont déjà eu lieu, soit près de 5 millions de graines. Si les tests sont concluants et qu'une forêt repart sur les zones semées par drone, cette technique pourra être développée à plus grande échelle en Nouvelle-Calédonie.
À plus de 1800 km de la Nouvelle-Calédonie, l'archipel de Wallis et Futuna est aussi concerné par la problématique des bassins versants. C'est le cas pour l'île de Futuna. 6 captages, associés à des bassins versants bien distincts, alimentent les 3225 habitants en eau. Alefosio Taougamoa est technicien en suivi des milieux au service territorial de l'environnement de Futuna. Ce matin, il nous conduit sur le bassin versant du mont Matatao qui culmine à 358 mètres. On va aller sur ce point-là, c'est ça le mont Matatao, où il y a la crête sur le bassin il y a le bassin versant qui va et qui alimente la rivière de l'Aleava. Le bassin versant est important car il est l'unique source d'eau de Futuna. Le ruissellement des eaux dans le sol alimente les rivières, indispensable pour que les captages fournissent de l'eau. Futuna est une île haute et sa ressource en eau provient directement de ses bassins versants. Le mont Matatao est arrosé par une pluviométrie importante qui nourrit les rivières, mais depuis quelques années, il subit des dégradations. La dégradation de ces bassins versants dure depuis plusieurs décennies et de différentes manières. On a la dégradation par le feu, on a la dégradation par l'ouverture des champs. On a également aussi le fait que les moyens qui sont mis à disposition aujourd'hui sont mécanisables. Et par cela, ça permet d'ouvrir facilement les pistes et accéder au plateau et même au bassin versant, quoi. Les cochons sauvages qui dévorent les sous-bois et les cyclones participent également aux dégradations. Les conséquences de ces dégradations, c'est que la forêt diminue, les écosystèmes se dégradent, le sol s'appauvrit, l'eau ne s'infiltre plus mais ruisselle, entraînant ainsi des glissements de terrain. La boue, des sédiments se retrouvent dans les rivières, qui à leur tour se dégradent et se polluent. Afin de sensibiliser la population et notamment les écoliers du territoire à ces problématiques de l'eau, le service territorial de l'environnement, le STE, et le projet Protège ont élaboré une mallette pédagogique. Ce matin, Karine Brunet, responsable du laboratoire d'analyse et de recherche appliquée, vient présenter cet outil aux agents du STE qui seront en charge de la sensibilisation dans les écoles. On peut faire plusieurs activités sur la mallette. Donc, il y a les menaces sur l'eau, le chemin de l'eau et le cycle de l'eau. Ça, le cycle de l'eau, c'est pour rappel. Après, donc, ces 3 activités se font sur ces 2 planches. On peut faire une autre activité, c'est un focus, quoi, sur la consommation de l'eau. Donc là, c'est surtout pour après rentrer en fait sur le gaspillage de l'eau. Pourquoi il ne faut pas gaspiller l'eau? Vous aurez aussi une mallette de Wallis et nous, on aura aussi une mallette de Futuna. Parce qu'en fait, sur Futuna et sur Wallis, vous savez que la production de l'eau, elle est différente. Voilà, donc sur Futuna, on est en système de captage et sur Wallis, on est en système lentille d'eau douce. Conçues de façon ludique, 6 mallettes seront distribuées dans les écoles de Wallis et Futuna. C'est important de former les gens de terrain et aussi les gens qui sont au bureau pour que tout le monde soit sensibilisé justement sur l'eau, pour après faire passer des messages, que ce soit en dehors, dans leur famille ou dans les écoles. À partir d'espèces endémiques produites en pépinière, des opérations de reboisement sont menées sur les bassins versants avec les grandes chefferies de Futuna et des associations locales. Un sentier botanique doit également être tracé prochainement pour sensibiliser plus largement les populations aux écosystèmes de l'eau et de la forêt. En Polynésie française, les bassins versants font aussi l'objet d'une attention particulière. À Tahiti, la Fatawa est l'une des 2 rivières qui alimentent la ville de Papeete en eau potable.
Elle prend sa source au pied du bassin versant dominé par le mont Diadème et parcourt 12 km avant de se jeter dans le lagon. Cette rivière est alimentée bien entendu par plusieurs sources d'alimentation. Ça peut être de la pluviométrie, mais aussi via d'autres bassins versants, ça peut être des nappes qui sont souterraines. La commune de Papeete capte tout de même un pourcentage important de son eau pour pouvoir alimenter la population en eau potable. C'est quand même un endroit qui est vivant avec toute sa biodiversité qu'il y a à l'intérieur du cours d'eau. Donc il faut pouvoir bien comprendre son fonctionnement pour pouvoir mettre en place des réglementations par exemple ou cadrer un peu mieux l'exploitation de cette ressource importante. Aujourd'hui, ce bassin versant et cette rivière subissent des pressions liées aux différentes activités humaines de la vallée de la Fatawa. De nombreuses personnes s'y baignent ou la traversent à pied et le cours d'eau longe des zones résidentielles et industrielles, source de pollution. L'état écologique de la rivière est très dégradé du fait que on passe d'un milieu assez protégé, naturel au fond de vallée et lorsqu'on redescend, on a toutes ces industries à ce niveau-là qui rejettent en fait des substances dans le cours d'eau. Alors les conséquences sont multiples. On peut avoir par exemple sur certaines zones de l'eutrophisation, c'est-à-dire la poussée algale qui fait que l'oxygène dissous dans l'eau est moindre. Donc du coup la vie en fait ne peut plus respirer et donc vous avez une mortalité qui peut des différentes espèces dans le cours d'eau. Ensuite, plusieurs autres paramètres du style des peintures ou des métaux lourds aussi peuvent avoir un impact sur le cours d'eau et donc peut aussi dégrader l'écologie. Pour protéger la biodiversité et la ressource en eau, le projet Protège et la direction de l'environnement de la Polynésie française ont mis en place un réseau de surveillance de la rivière. 3 sondes y ont été installées, l'une proche de la source, une autre dans la zone urbanisée et une 3e à l'embouchure, afin d'enregistrer les paramètres de la qualité de l'eau. Jean-Victor Lussan est le gérant de la société Galatea qui collecte les données de chaque sonde. On retrouve différents paramètres sur cette sonde, comme le nitrate, le chlorure, nitrate, le pH, la conductivité, et après on va collecter ces données-là. C'est enregistré et c'est transmis via le câble directement dans le data logger qui est ici. Les données sont envoyées via Internet. La direction de l'environnement, la DIREN, peut analyser en temps réel les paramètres de l'eau de la rivière. C'est important, oui, parce que ça peut lui permettre d'intervenir même sur place rapidement si jamais on constate des niveaux de nitrite élevés ou des anomalies sur la rivière. Ça permet d'historiser les données. Donc des fois on ne peut pas les analyser en temps réel, mais il faut prendre du temps pour les analyser. Et donc le portail, on sauvegarde toutes ces données. Et on peut aussi comparer les valeurs entre différents capteurs de la rivière. Donc c'est vraiment un portail qui est, je pense, utile et indispensable pour la DIREN. Ouais. Une 4e sonde sera prochainement installée dans la rivière afin de mieux cerner l'impact de l'activité industrielle sur la Fatawa. Monitoring des rivières avec des sondes, reboisement avec semis par drone ou plantation d'arbres, le projet Protège et l'Office français de la biodiversité multiplient les actions pour sauvegarder les bassins versants et préserver les ressources en eau des populations océaniennes.